Bienvenue donc pour cette édition spéciale. Bienvenue au 20h, nous sommes donc le 22 mars 2025. Qu'est-ce qui se passe donc avec Atanga NG pris donc dans le piège avec une enveloppe lourde chargée pour donc corrompre donc le pape du Vatican. Mes amis, la base a donc bouleversé dans le régime de M. Biya et a donc mis à nu les secrets dehors. Alors, si vous voulez découvrir cette vidéo, vous pouvez Ok, c'est bon. Nous écoutons ce qui s'est donc passé. Affaire brûlante en 4 grandes parties soigneusement construites pour vous plonger au cœur de l'action, du premier regard fuyant jusqu'à la portée politique de cette fuite internationale. Alors surtout, restez scotchés jusqu'à la toute fin de la vidéo, car vous verrez que ce qui s'est passé à Rome pourrait bien annoncer de très gros bouleversements pour l'avenir du régime de Yaoundé. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir la chaîne Flash Info, il y a juste en dessous le bouton Thanks. Votre soutien nous permet de continuer à vous informer sans filtre, sans peur et avec beaucoup d'engagement. Allez, place au sujet du jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez aussi à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout à activer la cloche de notification pour ne plus rien rater des prochaines exclusivités Flash Info. Si tout est prêt de votre côté, on peut maintenant plonger ensemble dans l'histoire rocambolesque d'Atanga NG en fuite à Rome. Première partie. La traque d'Atanga NG en plein sol italien. Un ministre camerounais en mode sprint final. Imaginez un instant la scène. Rome, capitale éternelle de l'Empire romain, ce haut lieu de la diplomatie mondiale. Et au milieu des délégations UP venues du monde entier pour rendre hommage au pape François. Un ministre camerounais, costard 3 pièces bien repassé, qui court comme un poulet sans tête, fuyant ses propres compatriotes. Oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas un sketch de cabaret, c'est la vraie vie. Le très redouté Paul Atanga NG, l'homme aux gros yeux de Yaoundé, l'œil du cyclone administratif, s'est vu obligé de faire chauffer les semelles pour éviter la Basse-Italie, cette épine acérée plantée dans le pied du régime Biya. Tout avait pourtant commencé dans un calme presque liturgique. Le programme était clair, arrivée discrète, protocole diplomatique, quelques poignées de main, puis retour à la base. Mais voilà, ce que notre ministre n'avait pas prévu, c'est que les éléments de la base avaient eux aussi révisé leur copie. Maîtrisant désormais mieux la géographie des grandes villes européennes que certains chauffeurs de taxi, ils avaient quadrillé les environs comme des pros. Dès l'apparition de la délégation camerounaise, l'alerte fut donnée. Le sorcier est dans la place. Répétons, le sorcier est dans la place. Et là, panique à bord. Pas question pour Atanga NG de revivre ce que d'autres ministres camerounais ont déjà subi. Insultes publiques, dénonciations filmées en direct, et bien sûr, vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Alors, ni une, ni deux, notre ministre décide de jouer à « cachons-nous vite avant que ça chauffe ». Selon plusieurs témoins sur place, Atanga NG aurait littéralement fondu dans la masse des officiels, multipliant les esquives dignes d'un joueur de football camerounais des années 90. Petit dribble entre 2 cardinaux, crochet entre 2 ambassadeurs, accélération fulgurante près d'une délégation asiatique. À ce moment précis, même Usain Bolt, quelque part dans sa retraite dorée, aurait applaudi la performance. Dans la foule, la basse cherche, court, fouille, questionne. Vous n'avez pas vu un monsieur très nerveux, regard perçant, habillé comme s'il allait à un enterrement? Non, personne ne l'a vu. Disparu, volatilisé. Mais ce n'est pas une fuite anodine. Car derrière cette scène ubuesque, se cache un signal fort. Même les dieux administratifs du régime Biya, ceux-là même qui paradent au Cameroun comme des rois, savent désormais qu'en dehors du pays, ils doivent marcher sur des œufs. Le mythe de l'intouchable s'effrite. L'immunité, autrefois garantie par le poids des fonctions, fond aujourd'hui comme beurre au soleil romain. Et pendant que le ministre joue au caméléon humain, la basse, elle, ne lâche rien. Elle sait qu'avec ce régime, chaque action, chaque confrontation publique est un petit coup de marteau supplémentaire sur le mur de l'impunité. Ainsi s'achève cette première scène tragico-comique, digne des meilleures pièces de théâtre satirique de chez nous. Mais avant de rire trop vite, rappelons-nous, qui est cet Atanga NG? Comment un repris de justice est-il devenu l'un des hommes les plus puissants du Cameroun? C'est ce que nous allons découvrir maintenant dans la deuxième partie. Deuxième partie, qui est réellement Atanga NG? Portrait d'un miraculé du système. Après l'épisode de cache-cache géant à Rome, il est temps de nous attarder sur l'homme du jour. Paul Atanga NG. Un nom qui, à lui seul,
suffit à faire baisser le volume des téléphones dans certaines préfectures du Cameroun. Mais alors, qui est cet homme capable de courir plus vite qu'une rumeur au quartier Nkondongo, mais aussi capable de faire trembler des foules entières rien qu'en fronçant les sourcils? À mes chers spectateurs, l'histoire d'Atanga NJ ressemble à un conte. Pas un conte pour enfants, mais plutôt un conte politique camerounais, où les miracles ne tombent pas du ciel. Ils tombent des bureaux climatisés d'Etoudi. À l'origine, Paul Atanga NJ, c'était un monsieur, comme tout le monde, qui aurait pu tranquillement vendre des biscuits au marché Mokolo. Sauf que le destin, ou plutôt la magie du RDPC, en a décidé autrement. Car oui, avant d'être ministre, ce cher Atanga a d'abord connu les bancs de la justice, du mauvais côté, bien sûr. Pas comme avocat, non, mais comme repris de justice, soupçonné dans des affaires que nous laisserons aux historiens des archives judiciaires pour ne pas froisser les sensibilités. Mais au Cameroun, plus tu as des casseroles, plus tu as de chances de devenir chef cuisinier. Ainsi, par le miracle du système BIA, Atanga NJ est repêché des abysses, promu dans les hautes sphères comme un poisson-chat couronné roi de l'aquarium. Il grimpe alors les échelons à la vitesse d'un pardon présidentiel bien placé. D'abord secrétaire particulier, ensuite ministre délégué, puis ministre de l'administration territoriale, un poste stratégique pour tenir la bride à toutes les velléités d'insoumission populaire. Son style, un regard d'aigle en colère, un ton grave, des formules lapidaires. La paix n'est pas négociable. Tout attroupement est une menace. La loi, c'est moi. À force d'intimider, de menacer et d'écraser toute contestation, Atanga NJ est devenu le symbole même de l'autorité brutale au Cameroun. L'homme des messages fermes. Le douanier des libertés publiques. Le distributeur officiel de procès expéditifs. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas uniquement le zèle qui le rend précieux aux yeux de la présidence. C'est aussi sa capacité à parler fort, pour Biya, même quand toute la salle sait que le dossier est vide. Il est de ceux qu'on envoie en première ligne quand il faut calmer la rue, museler les médias, ou détourner l'attention par de longues envolées aussi bruyantes qu'inutiles. En somme, Atanga NJ est l'un des piliers du temple Biya, un temple désormais fissuré mais toujours debout, pour l'instant. Voilà donc qui était l'homme qui jouait à cache-cache en Italie. Un ministre au passé douteux, au présent tonitruant, et à l'avenir, qui sait? Mais attention, car sur son chemin se dresse un adversaire inattendu. La BASS, la fameuse brigade anti-sardinard, ce mouvement né dans l'exil, qui refuse de baisser les bras devant l'autoritarisme made in Cameroun. Et justement, qui sont-ils vraiment? Et comment sont-ils en train de changer les règles du jeu? Restez avec nous pour le découvrir dans la troisième partie. Troisième partie, la BASS, nouvelle terreur du régime Biya. Ah, la BASS. À entendre ce nom, certains dignitaires camerounais ont désormais des palpitations, même quand ils se trouvent à 7000 km de Douala. BASS pour Brigade Anti-Sardinard. Un nom qui prête à sourire, jusqu'à ce que vous deveniez leur cible. Mais qui sont donc ces troubles-fêtes modernes, ces empêcheurs de voyager tranquilles, ces douaniers moraux du régime Biya? Mes chers spectateurs, ouvrez grand vos oreilles. La BASS, c'est l'enfant naturel du ras-le-bol camerounais. Né de la frustration, nourri par l'injustice, élevé dans le dur quotidien de l'exil. À l'origine, ce n'était qu'une poignée d'activistes dispersés entre Paris, Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, ce sont des centaines de Camerounais organisés, capables de mobiliser en quelques heures pour quadriller un aéroport, encercler un hôtel ou filtrer une cérémonie diplomatique. Leur arme principale? Pas les machettes, pas les kalachnikovs, mais les téléphones portables, les caméras, les réseaux sociaux. Leur stratégie est aussi simple qu'efficace. Identifier la cible, un ministre, un ambassadeur, un élu pro-Biya. Localiser le lieu de son apparition publique. Envahir l'espace avec des banderoles, des cris, des slogans. Filmer tout en direct. Et surtout, balancer la vidéo sur Internet avant même que la police locale n'ait compris ce qui se passe. Le but est clair. Nommer et couvrir de honte. Pas de coups, pas de violence physique. Juste de la pression psychologique, mais ô combien redoutable pour des personnalités habituées à la révérence forcée. En quelques années, la BASS est devenue le cauchemar ambulant des officiels camerounais. Dans les halls d'aéroports européens, certains ministres regardent désormais autour d'eux comme des fugitifs recherchés. Plus besoin de services secrets. Un simple live Facebook et c'est toute la planète qui découvre en direct le ridicule d'un dignitaire en fuite. Et là où la situation devient croustillante, c'est que même des cérémonies internationales ultra-protocolaires, comme les obsèques du pape François, ne font plus peur à ces activistes décidés. On ne respecte plus les titres ronflants. On ne respecte plus les vestes 3 pièces.
On ne respecte plus les foulards de Madame l'ambassadrice. On ne respecte que la vérité et la justice. L'Abbas, c'est le miroir que la diaspora tend à ceux qui, au Cameroun, pensent encore être des intouchables. Un miroir grossissant qui montre, sans phare, toutes les rides de la mauvaise gouvernance et tous les boutons purulents de l'injustice. Seulement, une question commence à trotter dans toutes les têtes. Jusqu'où ira cette traque internationale? Et quelles conséquences tout cela peut-il avoir sur l'image, déjà très fragile, du pouvoir Biya à l'étranger? Car, mine de rien, la répétition de ces humiliations publiques commence à écorner sérieusement la façade du Cameroun respectable que tente encore de vendre le régime. Et justement, dans notre quatrième et dernière partie, nous allons voir comment ces incidents à répétition sapent peu à peu la crédibilité internationale du vieux système de Yaoundé. Restez bien branchés, car la suite s'annonce encore plus explosive. Quatrième partie, quand l'image du régime Biya s'effrite à l'international. Quand le vent tourne, même les plus grands baobabs doivent plier. Voilà une vieille sagesse africaine qui semble rattraper aujourd'hui le pouvoir camerounais. Et ce vent, mes chers spectateurs, ce n'est plus une simple brise de village. C'est une tempête internationale. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fuite humiliante, chaque vidéo virale, chaque ministre rattrapé par la basse à l'étranger, n'est pas juste une anecdote rigolote pour meubler les réseaux sociaux. Non. C'est un véritable clou planté dans le cercueil de la crédibilité du régime Biya. Imaginez. Un président officiellement âgé de 92 ans, gouvernant depuis 43 ans, dont les envoyés spéciaux se retrouvent traqués comme des bandits dans les capitales européennes. Quelle image cela renvoie-t-il au monde entier? Les chancelleries étrangères, qui jadis saluaient avec hypocrisie la stabilité du Cameroun, commencent aujourd'hui à changer de ton dans les coulisses. Les partenaires économiques lèvent un sourcil inquiet. Les diplomates murmurent. Mais dans quel état est donc ce pays où les ministres doivent fuir devant leurs propres citoyens? Et pendant ce temps, le peuple camerounais, dans les marchés, les quartiers, les villages, assiste à ce spectacle planétaire. Le mythe de l'invincibilité du régime tombe en morceaux, sous les yeux de tous. Même certains soutiens historiques du pouvoir, en voyant les images d'Atanga NJ jouer au caméléon à Rome, commencent à se demander. Si dehors même il fuit, alors au pays il tient avec quoi? La vérité, mes chers spectateurs, c'est que le monde regarde. Et plus les ministres de Biya se feront humilier à l'étranger, plus la pression diplomatique augmentera discrètement contre ce système fossile. Un pouvoir qui inspire la peur sur son propre sol, mais qui inspire la honte dès qu'il met un pied dehors. C'est un pouvoir qui a déjà perdu sa première bataille, celle de la légitimité. À travers les actions de l'Abbas, ce n'est pas seulement la diaspora qui s'exprime. C'est aussi un appel au réveil collectif. Réveiller la conscience nationale. Réveiller les opinions internationales. Réveiller même ceux qui, au sommet de l'État, pensent encore que tout peut continuer comme avant. Et comme disait un vieux sage du pays Bamileke, quand la honte te suit même jusque dans ton sommeil, ce n'est plus de la honte. C'est le début de la fin. Mesdames et messieurs, cette traque épique d'Atanga NJ en Italie n'est pas juste une histoire drôle à raconter au coin du feu. C'est le symbole vivant d'un système politique qui ne fait plus peur que chez lui et qui devient la risée du monde dès qu'il s'aventure à l'étranger. Un régime où les ministres doivent fuir comme des enfants ayant cassé le pot de confiture. Un régime où l'autorité s'évapore dès qu'il n'y a plus de bâton pour la maintenir. Ce que nous venons de vivre à travers cette affaire n'est pas anodin. C'est un avertissement, un signe que les temps changent, que la patience des peuples, même dispersés à travers le monde, finit toujours par se transformer en action. Alors la grande question est posée. Atanga NJ est-il le premier d'une longue liste? La diaspora camerounaise est-elle en train d'ouvrir une brèche historique contre le vieux régime? L'histoire est en marche. Et comme toujours... de cet État qui a réussi à faire qu'on en parle dans le monde entier. Bienvenue au Vatican. C'est juste le contrôle pour avoir accès au Vatican. Vous vous rendez compte? C'est comme aussi à l'aéroport. Vous voyez, elle est comme ça. Là. Bien évidemment aussi. Le Vatican, nous sommes presque à la réception. Ça produit beaucoup d'argent. Vous avez pu constater qu'il y a des caisses là partout. Pour qu'on puisse entrer, il faut payer une entrée. D'ailleurs, des agences de tourisme y sont pour pouvoir développer leur activité. Les gens viennent du monde entier pour pouvoir avoir accès ici. Et je peux vous dire, il y a des tickets qui vont à 65 euros, 180 euros, 200 et poussières d'euros.
comprenez donc qu'ici, on ne parle pas de la misère, on parle plutôt d'un petit État qui a obtenu sa souveraineté et qui sait se gérer. Et d'ailleurs, je pourrais vous expliquer ça. Ce n'est pas seulement de l'aumône qu'on attend au Vatican, parce que le Vatican lui-même produit beaucoup d'argent. Rien qu'avec les revenus touristiques, comme vous pouvez voir au niveau de la réception, ça fait 91,6 millions d'euros de revenus touristiques tout simplement. Le Vatican peut produire également jusqu'à 260 millions d'euros, rien que parce que les gens viennent du monde entier pour pouvoir visiter cette cité. Cette cité que nous allons essayer de vous montrer encore dans sa multiple diversité et dans son authenticité. Restez avec nous connectés, le Vatican, comme si vous y étiez. Nous venons de passer le 3e contrôle. Cette fois-ci, nous sommes sur l'escalator pour aller maintenant, justement, à l'entrée maintenant, vers les œuvres de Michel Ange. Et tout de suite, nous allons aussi rejoindre la guide. Attention, on va bientôt finir au niveau de l'escalator. Et hop. Nous sommes maintenant en fait vers la terrasse. On va déjà à la terrasse du Vatican. Suivez-moi. Et devant nous, c'est la basilique du Vatican. Et ici, nous sommes justement sur la terrasse de l'État du Vatican. Je parle parisienne surtout, hein. On s'assoit ici. Nous sommes déjà au Vatican, après avoir eu à traverser pas mal de choses. Et on va maintenant montrer pas mal de choses grâce à notre guide. Et maintenant, nous suivons d'abord la guide. Oui, on arrive à Noé, c'est le premier hôtel où il commence à remercier Dieu à travers le sacrifice des animaux. Ça, c'est les déluges universal. Connaissez-vous l'arche pour les animaux? Pour les animaux? L'arche Noé. L'arche de Noé? Voilà, elle est là-bas. Avec plein d'animaux girafes. Voilà la girafe, les crocodiles, etc. Elle se trouve sur le plafond. À la fin des déluges, Noé retourne dans la terre, il commence à travailler la vigne, il découvre le vin, il commence à boire trop de vin, et ça c'est l'ivresse de Noé. La fin de l'histoire, combien d'années Michel-Ange travaille dans cette manière? 2 ans. Hein? Combien d'années c'est Longo? 2 ans. 2? 5? Plus, moins? 7. Ah, mais vous êtes un groupe incroyable, non? 4. D'habitude, 20, 30, 60, tout ça. 4 ans, pourquoi? Mètre carré, comme vous avez dû rappeler, 4 ans pour la faire. 1508, 1512. Simplement parce que le pape était malade, très malade. Et si le pape meurt avant de la fin de son travail, Michel-Ange n'était pas payé.
Et alors, quand les papes étaient sous les lits des morts, Michel-Ange mange, il s'y couche sous les échafaudages, il travaille les jours, la nuit, à la fin montre au pape qui arrive. Oh, oui, c'est magnifique, comme ton argent, plein d'argent, Michel-Ange retourne à Florence. Et les papes, après 4 mois, là. Je suis venue à Rome, à la fin de 1980. La chapelle était moitié noire, moitié colorée. Je rappelle, une querelle incroyable dans la presse. Je suis venue pour faire ce travail. Hein. Mon professeur était sur les échafaudages, qui avec une éponge et de l'eau, derrière les noirs, découvre le vrai couleur de Michel-Ange. C'est incroyable. Hein. Alors, il y a un artiste comme Andy Warhol qui commence à écrire à Jean-Paul II pour dire d'arrêter les travaux parce qu'il commence à comparer la chapelle à Walt Disney. Alors, dans 12 ans, 12 restaurateurs découvrent toute la chapelle à travers simplement de l'eau. Ils ont cherché dans les archives secrètes du Vatican, ça veut dire dans les sous-sols, les galeries et dans les autres galeries, nous avons 4 grands kilomètres de documents de toute l'histoire de l'Église. Ils ont trouvé qu'après la mort de Michel-Ange, du manutenteur avec des grands seaux pleins de colle d'animal chaude, on commençait à la donner comme une vernis transparente sur les couleurs pour rendre tout plus vivant, plus fort. Comme la vernis sur les marbres, sur le bois. Tout d'abord était transparente, mais après la colle d'animal commence à s'oxyder. La lumière, la poudre, comment ça devient noir? Il n'y avait pas les photos avant. Alors, les Japonais arrivent avec des zooms incroyables, ils commencent à prendre des photos. Les restaurateurs commencent à les voir, ils ont dit non, derrière il y a les 20 couleurs de Michel-Ange. Les Japonais ont donné l'argent. Ils ont payé comme sponsor 12 années de travail. Hein, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre les photos, pas les vidéos dans la chapelle Sixtine. Et là, les employés stressés tous les jours qui commencent à dire ah, pas de photos, pas de vidéos, ils ont retrouvé le Michel-Ange. Ça veut dire, ça c'est avant, ça c'est juste. Ça veut dire que vous entrez dans la chapelle Sixtine et vous pouvez voir les couleurs de Michel-Ange comme si Michel-Ange a terminé avant hier. Ou à l'époque du Covid, nous on était à la maison, avec les masques bien sûr, et lui terminait avec les dernières coupes de peinture à la chapelle. Une vraie couleur. Les restaurateurs ont laissé pour vous des carrés noirs, du rectangle noir, noir. Faire la comparaison. Il faut imaginer quand la chapelle d'abord. Après, effectivement. Selon vous, Michel-Ange, retour à Florence, faire l'argent ici, puis à Rome, arrive un nouveau pape, à regarder l'enfant, oh oui, c'est bon. Ou quelqu'un cherche encore Michel-Ange. Dans mon sac à dos, il y a la merveille, Michel-Ange réalise dans la 3e fois qu'il arrive à Rome. C'est les jugements derniers. Ah, il faut se mettre du bon maintenant. C'est un mur. Je peux le mettre dans les sacs à dos pour le transformer en tissu. Je vous explique les plafonds. Vous avez les pieds des Jonas, une prophète. Vous avez des rectangles noirs. Regardez, ça c'est la colle. C'est la chapelle des petits noirs. Et les jugements derniers, c'est la fin du monde. Jésus juge qui revient pour la dernière fois. C'est musclé, c'est beau. Hein? Et avec les bras droits, il commence à faire sortir les hélices de leur posture. Ils nous sont attirés vers le ciel où il y a les anges avec le signe de la passion de Jésus. Les bras gauches commencent à faire descendre les années vers la bouche de l'enfer, où il y a 40 sur le bateau, et devant la bouche de l'enfer, la police. Le peuple est gardé comme un chef d'État. On les appelle les gardes suisses. Et ces gardes suisses sont groupés, ils ont entre 19 et 30 ans. À peu près 1,80 m, même comme celui qui est à côté de moi là n'a pas 80. Mais néanmoins, ici également, comme on vous a dit, dans tout État, il y a une banque, la dette banque. C'est elle qui paye ces gens-là. Et
les cardinaux sont payés à hauteur de 4 000 à 5 000 euros par mois. Est-ce que vous le savez? Et d'ailleurs, c'est seulement en 2021, dès le 1er avril, qu'on a dit qu'on allait diminuer un peu leur salaire de 10%. Ce n'est donc pas de la galère ici. Travailler pour l'Église, travailler pour Dieu, ça donne aussi de l'argent. Ah oui, aidez, et le Dieu vous aidera. Frappez, on vous ouvrira. Et surtout, sachez que vous mangerez à la sueur de votre front. L'exemple, c'est ici, par rapport à certains croyants qui croient qu'il faut tout simplement se mettre à genoux pour prier. Ici, il y a eu le travail de Michel Ange. Ici, il y a eu le travail des architectes qui ont construit cet endroit durant des années et au 5e siècle. Et ça continue comme ça pour façonner ça. Et c'est pour cela que ça produit aujourd'hui. C'est pour ça que c'est devenu un véritable état. La visite du Vatican, c'est un livre d'histoire. Qu'on soit croyant, qu'on soit athée, on a besoin de découvrir beaucoup de choses. On a entendu tout de suite parler de Michel Ange, cet artiste qui a permis à ce qu'on puisse dessiner beaucoup de choses ici. C'est vrai que les contraintes ne nous permettent pas de tout filmer, mais tout au moins ça vous explique. Parce que ici, quand on parle du Vatican, vous voyez, c'est presque une plaine. Et cette plaine, c'était le Vaticanum. Et le Vaticanum était justement cette sorte de plaine qui appartenait à Agrippine. Vous avez appris l'histoire. Et vous avez surtout lu Britannicus, où il y a Néron et à Agrippine. Et justement, Agrippine, partout ici, ces jardins lui appartenaient. C'était aussi le marécage. Elle a séché ça 15 ans avant Jésus-Christ et 33 ans après Jésus-Christ. C'est comme ça qu'elle va faire un fils qu'on appelle Caligula. Vous avez également vu certains films où on parle du monstre de Caligula. Parce qu'en fait, Caligula était celui qui, après qu'Agrippine, elle a transformé ceci, devait finalement régner. Caligula va donc créer ici ce qu'on appelle un cirque. C'était un cirque. Le cirque Vaticanum. Et dans ce cirque, il y a bien sûr l'obélisque que je pourrais vous montrer un peu plus loin, qui est venu d'Égypte. Et ce cirque, il va transformer justement les chrétiens, dont l'apôtre Pierre. Il va en faire presque un objet de moquerie. Quand on parle de l'Église catholique, on parle toujours de l'apôtre Pierre, Saint-Pierre. Il faut donc savoir que c'est ici que Saint-Pierre, tout comme ceux-là qui ne croyaient pas non seulement en Caligula, mais aussi Néron, parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie de Rome a été brûlée. Et Saint-Pierre accusait Néron d'en être à l'origine. On va donc l'enfermer ici, dans ce cirque au Vaticanum, d'où Vatican. Il sera torturé ici pendant 1, 2, 3, presque 4 ans. Et finira par mourir. On va l'enterrer quelque part, ici. Mais on ne sait pas le lieu exact. C'est par la suite que l'empereur Constantin, quand il est là, va donc essayer un peu de réhabiliter la chrétienté. Voici donc l'histoire du Vaticanum qui est devenu le Vatican, et surtout avec l'apôtre Pierre qui est mort ici, et c'est ici qu'on a bâti la première église, la première basilique. Je vous amène maintenant dans d'autres connaissances.
ce sont les sarcophages. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre a été enterré, eh bien, ici, au Vatican, c'est devenu une métropole. Donc, en fait, que ce soit Néron, que ce soit encore Caligula, tous trouvaient juste ça comme une véritable cité mortuaire. Mais sauf que par la suite, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Et de fil en aiguille, ce lieu de pèlerinage est devenu tellement important qu'il est devenu un lieu sacré. Avec bien sûr l'empereur Constantin, on a pu enfin donner l'autorisation à ceux de l'Église catholique romaine de pouvoir souvent venir ici. Et c'est pour ça que cet endroit s'est beaucoup développé pour devenir finalement ce véritable Vatican. Vous savez, je vous ai dit que le pape n'habitait pas d'abord ici. Le pape habitait le Cantal et puis le Latran et Cantal. Et malheureusement, cela est devenu la résidence des rois d'Italie. Mais par la suite, les papes ont même habité la France, à Avignon. À Avignon. Avant de pouvoir finalement avoir un palais ici. Et c'est d'ailleurs devenu une véritable tradition que les papes n'aiment pas habiter. À ma droite, Michel Ange. Et là, juste un petit jardin botanique pour vivre encore une fois les Français. Ici, au Vatican, l'histoire nous apprend tout simplement. D'abord, le pape n'habitait pas ici. Le pape n'habitait pas le Vatican. Le père, le pape, à l'époque, était aussi comme vous et moi. Mais cependant, avec le temps, il a appris à devenir une véritable personnalité. Je vous ai dit que c'est suite presque à l'assassinat et à la torture de Jean de l'apôtre Pierre que nous nous sommes retrouvés avec cet endroit qui est devenu sacré. Et bien sûr que la première basilique ici, lorsqu'on essaie de voir sur le plan historique, c'est entre 618 et 622. Parce qu'il y a d'autres basiliques qui ont été construites ici au fil du temps et qui ont permis à l'Église de s'encourager. Le pape, évidemment, habitait à Cancale avant de pouvoir partir de là, parce qu'il y a également eu une guerre qui a permis au Vatican d'avoir son indépendance. Le Vatican, effectivement, est devenu un État suite à ce qu'on peut appeler les accords de Latran. Les accords de Latran datent du 11 février 1929. C'est donc à cette époque que le Vatican devient un véritable État indépendant, souverain, où le pape est dans une monarchie absolue. La monarchie, jusqu'aujourd'hui, veut dire que le pape détient tous les pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Donc ici, il y a un tribunal. Mais cependant, il n'y a pas de prison. Je vais vous expliquer plus tard comment est-ce que ça se passe et comment aussi le pape parvient à juger non seulement ceux qui sont ici, comme employés. Il faut savoir que cet État a moins de 1000 habitants. Plus exactement, on parle de 925 habitants, même si vous voyez tout ce monde-là. Mais il y a 2600 employés qui sont payés ici. Ah, ils sont payés. Peut-être vous croyez que c'est gratuit, mais non, ce n'est pas gratuit ici. Justement, l'Église catholique a fait de telle sorte que non seulement il y avait des dons qui sont arrivés, mais surtout, à partir de ce que l'Église pouvait elle-même produire, on a commencé à payer des prêtres, on a commencé à payer les cardinaux. Vous le savez, il y a 200... Arnatomat. Hein? C'est italien. C'est une Vous voyez donc ici les merveilles Michel-Ange.
nous sommes dans une autre portion du Vatican parce que nous sommes dans l'intimité et bien sûr vous connaissez aussi, vous avez vu le pape Jean-Paul ici, vous avez vu vraiment avant lui, parce que c'est ici que justement quand la fumée blanche est sortie, on a pu aussi le voir. C'était en 2013, plus que bien. Également, comme le monde tourne, et où je vais vous faire encore voir une belle architecture. Vatican avec ses œuvres d'art et surtout ce qu'on peut appeler le must voici justement la plus grande cathédrale. Nous sommes à la basilique Saint-Pierre. Impossible pour moi de parler parce que ma lexicologie ne peut pas vous décrire ce qui se passe ici. Vous suivez juste, mais pas. Vous méditez et vous regardez les merveilles de cet endroit sacré, de cet endroit où, du marbre jusqu'alors, tout y est, et où beauté rime aussi avec spiritualité. Bienvenue dans une maison sacrée, dans le temple sacré, qui date depuis des années, qui n'a jamais été périmé, et dont la beauté, l'originalité font venir prosterner le monde entier. Bienvenue dans le temple. Les lumières sont tamisées. On ne peut pas bavarder à haute voix parce que les gens viennent également pour méditer, pour être en communion avec leur Dieu, pour ceux qui croient, et d'autres aussi pour admirer ce qui par le passé a été fait par ceux-là qui certainement ont été inspirés par le Très-Haut. Cette basilique a été construite entre 618 et 622, même comme la première basilique constantinienne date de 626, mais celle-ci, au fil du temps, au regard de ce que vous regardez, la pierre,
c'est une source de main-d'œuvre. Ici, on peut prier, on peut allumer les cierges et surtout, on peut aussi voir une nécropole avec les saints, les papes et une conservation qui défie la momification. Just a church. Na czerwonym placu symbol są koszty Je ne suis pas un guide touristique. Je ne peux pas vous donner la dimension historique et aussi tout ce que vous pouvez voir derrière moi. Mais j'ai tout simplement voulu vous amener dans les mystères et surtout refaire l'histoire. C'est un devoir de mémoire parce que beaucoup croient que cette histoire n'existe que dans des légendes. Et pourtant, c'est la réalité. Beaucoup de gens croient que tout ceci n'existe pas. Vous voyez, j'existe bel et bien. Cet endroit existe parce que ceux qui l'ont créé ont existé. Parce que ce soit les papes qui ont eu cette inspiration de pouvoir créer ce monde dans le monde, ils ont bel et bien existé. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui des endroits où nous pouvons persévérer ou bien démontrer le savoir-faire africain? Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Je vous ai parlé de l'obélisque qui a été transporté de l'Égypte jusqu'ici. Mais aujourd'hui, que ce soit l'histoire des pyramides ou même dans d'autres pays africains, on n'a pas voulu honorer ceux qui ont fait le passé. Nous, c'est le présent. On oublie tous les autres qui ont construit. Mais ici, on perpétue l'héritage, on perpétue la mémoire. Et ça fait respecter Dieu. La visite du Vatican, avec ses mystères, sa beauté, ses œuvres d'art et surtout ce qu'on peut appeler le must des must. Voici justement la plus grande cathédrale du monde. Nous sommes à la basilique Saint-Pierre. Impossible pour moi de parler parce que ma lexicologie ne peut pas vous décrire ce qui se passe ici. Vous suivez juste, mais pas. Vous méditez et vous regardez les merveilles de cet endroit sacré, de cet endroit où, du marbre jusqu'alors, tout y est, et où beauté rime aussi avec spiritualité. Bienvenue dans une maison sacrée, dans le temple sacré, qui date depuis des années, qui n'a jamais été permis et dont la beauté, l'originalité font venir prosterner le monde entier. Bienvenue dans le temple.
lumières sont tamisées. On ne peut pas bavarder à haute voix parce que les gens viennent également pour méditer, pour être en communion avec leur Dieu, pour ceux qui croient, et d'autres aussi pour admirer ce qui par le passé a été fait par ceux-là qui certainement ont été inspirés par le Très-Haut. Cette basilique a été construite entre 618 et 622, même comme la première basilique constantinienne date de 626, mais celle-ci, au fil du temps, au regard de ce que vous regardez, la pierre, c'est une source de marbre. On peut prier, on peut allumer les cierges et surtout, on peut aussi voir une nécropole avec les saints, les papes et une conservation qui défie la momification. Just a church. Na czerwonym placu Zemlus są warsztaty Je ne suis pas un guide touristique. Je ne peux pas vous donner la dimension historique et aussi tout ce que vous pouvez voir derrière moi. Mais j'ai tout simplement voulu vous amener dans le mystère et surtout refaire l'histoire. C'est un devoir de mémoire parce que beaucoup croient que cette histoire n'existe que dans des légendes. Et pourtant, c'est la réalité. Beaucoup de gens croient que tout ceci n'existe pas. Vous voyez, j'existe bel et bien. Cet endroit existe parce que ceux qui l'ont créé ont existé. Parce que ce soit les papes qui ont eu cette inspiration de pouvoir créer ce monde dans le monde, ils ont bel et bien existé. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui des endroits où nous pouvons percevoir? Cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc très bien. Bao!